And she also wrote these letters when she was little that we have kind of saying, I hope my daddy doesn't die. So there was some kind of... Even though he was a flawed human being, idol to millions, but a flawed human being nonetheless. But in her eyes, her dad was a god. And just to hear that she even felt that he might... Et si les dernières heures du roi n'avaient rien eu à voir avec la scène tranquille et solitaire que le monde s'est vu raconter? Imaginez une bobine de film caché, capturée dans les coulisses même de Graceland, montrant Elvis Presley, ou Alvis, comme l'appellent certains initiés, entouré de sa famille, de la mafia de Memphis et même de sa fiancée Ginger, alors que l'horloge sonne le moment même où il s'est éteint. Dans cette vidéo, nous levons le voile sur ces nouvelles images qui révèlent enfin comment Elvis Presley est réellement mort, un moment dramatique et complexe qui contredit chaque histoire qu'on nous a vendue pendant décennies. Préparez-vous à une analyse approfondie et révélatrice de ces 24 dernières heures, de la présence improbable de son cercle intime et de la vérité surprenante sur le jour où il nous a quittés, le 16 août 1977. Plongeons-y. Et si les dernières heures du roi n'avaient rien eu à voir avec la scène tranquille et solitaire que le monde s'est vu raconter? Imaginez une bobine de film cachée, capturée dans les coulisses même de Graceland, montrant Elvis Presley, ou Alvis comme l'appellent certains initiés, entouré de sa famille, de la mafia de Memphis et même de sa fiancée Ginger, alors que l'horloge sonne le moment même où il s'est éteint. Dans ce récit, nous levons le voile sur ces nouvelles images qui révèlent enfin comment Elvis Presley est réellement mort, un moment dramatique et complexe qui contredit chaque histoire qu'on nous a vendue pendant décennies. Préparez-vous à une analyse approfondie et révélatrice de ces 24 dernières heures, de la présence improbable de son cercle intime et de la vérité surprenante sur le jour où il nous a quittés, le 16 août 1977. Plongeons-y. Elvis Presley, le roi du rock, n'était pas seulement une icône de la scène. C'était un homme enveloppé dans un monde d'intimité, de rythme et d'un sens tacite de la routine qui définissait ses journées à Graceland. Pendant la majeure partie de sa vie, sa maison fut un sanctuaire où sa musique, sa famille et ses propres rythmes personnels s'entremêlaient. Mais les dernières heures qui menèrent à sa mort prématurée le 16 août 1977 se sont déroulées avec une intimité et une tragédie que peu auraient pu imaginer. Dans les semaines qui suivirent la découverte de son corps, les rumeurs ont circulé. L'idée que le roi s'était éteint seul dans une chambre d'hôtel ou qu'il avait été visité par une figure mystérieuse à minuit a captivé l'imagination du public. Pourtant, la vérité, comme le révèlent de récentes images et témoignages, est à la fois ordinaire et déchirante. La nuit de sa mort, la maison était pleine de visages familiers. Sa mère, sa belle-mère, ses demi-frères et la mafia de Memphis, chacun jouant son rôle dans la vie quotidienne du roi. Aucun de ceux qui faisaient partie de son cercle n'a jamais quitté Graceland seul pendant cette dernière période. Le premier signe de l'inéluctable fut la lumière du petit matin qui filtrait à travers les rideaux du salon où Elvis s'éveilla le 15 août 1977. Il avait commencé la journée par une matinée tranquille aux côtés de sa fille Lisa Marie. Bien qu'elle fût petite, sa présence dans la vie du roi était une source de réconfort et de stabilité. Il était également avec Ginger Alden, sa fiancée, qui avait choisi de ne pas emménager avec lui à ce moment-là, préférant maintenir son propre espace. Leur relation avait toujours été équilibrée. Tandis que le roi voulait partager sa vie plus ouvertement, Ginger avait ses raisons de prendre du recul, et le roi respectait cette décision. Cet après-midi-là, un rythme doux de vie quotidienne continua. Vers 22h30 cette nuit-là, Elvis et Ginger rendirent visite au docteur Lester Hoffman, le dentiste qui s'occupait des problèmes dentaires persistants du roi. Le cabinet du dentiste était plus qu'un lieu de contrôle de routine, c'était un centre pour l'équipe médicale du roi, un endroit où le personnel et le professionnel se croisaient. Le docteur Hoffman, un visage familier, était toujours de garde, prêt à fournir au roi des médicaments pour soulager la douleur, gérer l'insomnie ou calmer ses nuits agitées. Qu'il s'agisse d'un sédatif pour l'aider à dormir ou d'une ordonnance plus forte pour soulager une rage de dents, le personnel de santé personnel du roi était toujours présent, maintenant un rythme de soins constant qui lui permettait de se produire, de se reposer et de vivre à son propre rythme. Le lendemain matin, le 16 août, Elvis partit pour un voyage, une routine qui commençait avec sa voiture bien-aimée. Il traversa les portes de Graceland, saluant une petite foule qui s'était rassemblée pour lui dire au revoir.
La dernière photographie prise du roi ce jour-là le montrait dans une chemise bleu vif et une veste noire, des lunettes de soleil posées sur sa tête et un sourire déterminé. Cette image, figée dans le temps, est devenue le dernier rappel visible de la vitalité du roi. Plus tard, le même jour, alors que l'horloge murale avançait vers les petites heures du matin, le roi appela le docteur Georges Nichipollos, son médecin personnel. À 2h15 du matin, il demanda des analgésiques, une prescription qui avait toujours fait partie intégrante de la routine du roi. Le docteur Nichipollos, un homme qui était avec le roi depuis des années, comprenait l'équilibre délicat des médicaments qui devaient être maintenus pour que le roi soit confortable tout en évitant les complications. Les 6 comprimés dilatés prescrits étaient destinés à soulager sa douleur et à l'aider à se reposer. Pourtant, dans le calme de la maison, alors qu'il était couché dans son lit, le corps du roi était vulnérable. Les heures suivantes furent une partie calme, ordinaire et sans particularité de la journée. La maison resta la même, avec la mafia de Memphis et la famille Presley présentes et le personnel de maison poursuivant leur routine. À 13h30, la respiration du roi ralentit et son corps s'enfonça dans le silence qui avait toujours fait partie de sa vie quotidienne à Graceland. Ce ne fut pas un événement dramatique ou isolé. Ce fut un moment tranquille qui se produisit en compagnie de ceux qui le connaissaient le mieux. La tragédie de ce dernier jour réside dans le fait que, pour une légende vivante, les dernières heures furent ordinaires et remplies de visages familiers. Pourtant, la perte fut d'autant plus profonde qu'elle ne fut ni dramatique ni héroïque, mais silencieuse. Les dernières heures du roi furent une routine calme, presque banale. Se réveiller avec sa fille, visiter le dentiste avec sa fiancée, traverser les portes et enfin, aux petites heures du matin, appeler son médecin et prendre ses médicaments avant de sombrer dans un silence éternel. À mesure que les images de ce jour se dévoilent, il devient clair que la mort d'Elvis ne fut pas un événement sensationnel et solitaire, mais un moment calme et humain qui fut témoigné par ceux qui avaient pris soin de lui tout au long de sa vie. Ces dernières heures, passées dans la chaleur de sa maison, parmi ceux qui l'avaient soutenu, sont un témoignage de la réalité de sa vie à Graceland. Le récit de sa mort, tel qu'il a été mis en lumière, est un rappel que même les figures les plus célèbres sont humaines, sujettes aux mêmes processus naturels et aux moments fragiles qui définissent chaque vie. La nuit se déroula comme un jeudi ordinaire, le genre que la vie du roi à Graceland avait longtemps répété. Il était juste après minuit quand Elvis, sa voix encore pleine du chant de la journée, tendit la main vers son téléphone et appela son demi-frère, Ricky Stanley. La tâche de Ricky cette nuit-là était simple mais cruciale. Aller chercher une nouvelle provision de médicaments à la pharmacie ouverte 24 heures sur 24 du Baptist Memorial Hospital. À l'aube, Ricky revint avec un petit sac de pilules, et le roi, les yeux encore lourds, les fit glisser dans ses mains, ses doigts tremblant seulement avec le calme de la maison. À 4 heures du matin, Elvis pressa les pilules dans sa bouche, le goût du médicament se mêlant à la légère odeur de l'air nocturne qui s'infiltrait par les fenêtres ouvertes. Il ne dormit pas. Les premières heures furent une danse familière de douleur et de soulagement, un cycle qui maintenait le corps du roi et le rythme même de ses jours en équilibre. Il voulait le repos dont il aurait besoin pour le spectacle qui l'attendait à Portland le soir suivant, un spectacle qui à son tour alimenterait la tournée qui maintenait son nom en vie dans chaque ville. Le chapitre suivant de cette heure de minuit fut un appel à son cousin Billy et à la femme de Billy, Joe. Avec une invitation légère à visiter Graceland pour une partie rapide de racquetball, Elvis donna le ton d'une soirée qui, bien que tardive, semblait ordinaire. La balle rebondit sur le court, le bruit sourd résonnant sur les murs, tandis que la pluie tombait à l'extérieur, battant un rythme régulier, presque réconfortant sur le toit. Lorsque Billy exprima son souhait que la pluie cesse, Elvis tendit la main et le rassura avec un sourire. « Pas de problème, je m'en occupe. » Sa voix, calme et pleine de foi, semblait commander le temps lui-même. C'était comme si la persistance de la pluie s'était dissipée par une simple pensée. La pluie cessa en un moment miraculeux, laissant le court sec et les joueurs imprégnés du sentiment que rien ne pouvait entraver leur partie. Après leur match, le duo, avec le roi, se dirigea vers le piano derrière le court. Là, Elvis interpréta 2 chants de gospel, sa voix tissant chaque parole avec la même ferveur qu'il avait mise dans chaque prestation de sa vie.
Dans ces moments, entouré des personnes qui comptaient le plus, le roi laissa le monde s'éloigner, son dernier acte aussi profond que la musique qu'il avait donnée au monde. Elvis s'attarda dans le silence de l'aube naissante, sa voix montante et descendant en harmonie avec les touches du piano qui l'attendaient patiemment derrière le court de racquetball. Un interlude spirituel se fondit dans le verset suivant, l'urgence de ses doigts faisant écho au battement de son cœur. Lorsque le soleil glissa au-delà de l'horizon, il se tourna vers la ballade familière « Blue Eyes Crying in the Rain », sa mélancolie reflétant la tempête qui avait fait rage à l'extérieur. La pluie, bien que cessée auparavant, sembla le suivre dans la maison, une douce percussion contre les murs, tandis qu'il chantait dans la nuit. À 5 heures du matin, Ginger et le roi se glissèrent silencieusement dans sa chambre. La douce lueur d'une lampe de chevet et le léger vrombissement des machines de la maison créaient le décor pour la deuxième prise de ses médicaments prescrits. Le docteur Nick avait été l'architecte de ces concoctions complexes, les laissant souvent à l'infirmière Henley, dont la présence constante calmait l'esprit d'Elvis. Les pilules étaient destinées à l'inciter au sommeil, mais la nuit avait une manière têtue de refuser de se rendre. À 7 heures, un deuxième paquet entier était avalé dans la poitrine du roi, ses yeux grands ouverts alors que la lumière filtrait à travers les rideaux. Ricky, qui avait pris son quart de midi à 3 heures, lui avait donné la dose suivante, mais le besoin de repos semblait insurmontable. Aucun Ricky n'était là pour appeler, alors Elvis contacta sa tante, Delta et Biggs, dans un accès d'irritation. Il exigea qu'elle contacte le docteur Nick. L'hésitation de l'infirmière, peut-être une inquiétude concernant le dosage élevé, la retint d'abord, mais elle finit par céder, remettant à Deltam un troisième paquet, plus petit. À l'intérieur se trouvaient 2 Valmids et une dose de médicaments contre l'insomnie, un mélange subtil conçu pour plonger l'esprit du roi dans l'obscurité. Malgré la préparation minutieuse, la bataille nocturne contre l'insomnie persistait, un cycle incessant qui laissait son corps épuisé et son esprit las. La journée s'étira, mais la maison demeura un sanctuaire de routine. Lisa Marie dormait juste à côté, son innocence un contrepoint silencieux à la danse complexe de la médecine et de la mémoire. Les visages environnants, cousins, amis de la famille et personnel loyal, chacun évoluant dans l'ombre de sa vie, une toile d'humanité tissée depuis décennies. Leurs rôles étaient clairs, soignants, divertisseurs, bénéficiaires d'une générosité qui avait longtemps fait de la maison un lieu de pèlerinage pour les fans comme pour les amis. À 9h30 du matin, la journée commença avec le même rituel qui était devenu presque sacramentel pour le roi. Elvis glissa de la chaleur de son lit dans son pyjama brodé d'or, le même tissu doux qui semblait contenir les échos de son enfance et le poids lourd de son présent. Il venait de finir un 3e paquet de médicaments, un mélange de Valmids et de pilules contre l'insomnie, et il tendit la main pour une autre dose d'analgésique qui faisait partie de sa routine nocturne. Il portait également un livre, Scientific Search for the Face of Jesus de Frank Adams, serré contre sa poitrine, un étrange talisman contre la solitude qui le rongeait parfois. Il dit à Ginger qu'il allait à la salle de bain, une déclaration qui était presque une blague, comme il ferait plus tard rire ses fans. Pourtant, sous l'humour se cachait une vérité que beaucoup n'avaient jamais vue, une constipation sévère qui le tourmentait depuis des années, une condition qui transformait parfois ses visites aux toilettes en sessions marathon. Ginger, qui avait observé le rythme de son corps pendant des années, le mit en garde doucement. « Ne reste pas trop longtemps, Elvis, dit-elle, une phrase qui résonnerait dans les jours suivants. Elvis hocha la tête, son regard retournant au livre, tandis qu'il passait devant le piano. La salle de bain semblait un espace petit et ordinaire, mais pour le roi, elle portait le poids d'une lutte privée. À 11h37, la routine du matin se transforma en un moment d'horreur imprévu. Les pas d'Elvis chancelèrent. La pièce, autrefois calme, devint le théâtre d'une chute soudaine et violente. Il glissa sur le carrelage, son corps atterrissant lourdement sur le sol. Le son de sa voix, la musique qu'il avait portée toute la nuit, fut soudain éclipsé par un silence brut et inattendu. Le choc de Ginger fut immédiat. Elle sentit le poids du moment s'abattre comme une force physique, ses yeux écarquillés, son cœur battant la chamade. Elle appela Alstrada, sa voix un appel désespéré qui traversa le silence. Alstrada, le confident de confiance de la maison, répondit rapidement, se rendant à la salle de bain pour trouver le roi par terre, inconscient. La scène était sombre.
Une silhouette familière gisant au milieu des odeurs de la maison, l'air épais du parfum des médicaments et du faible écho persistant de la pluie. Al Strada appela immédiatement l'ambulance et alerta l'équipe d'urgence. L'ambulance arriva à 14h33 du Engine House 29 du service des pompiers de Memphis, une unité qui avait répondu à d'innombrables urgences au fil des ans. Les ambulanciers, les visages marqués d'un calme professionnel, s'approchèrent de la scène, leurs yeux balayant le cadre familier. Ils réalisèrent rapidement que ce n'était pas un incident typique. La gravité de la situation pesait lourdement dans l'air. Ils commencèrent l'évaluation, posant des moniteurs, vérifiant les signes vitaux et s'efforçant de stabiliser l'état du roi. Al le conduisit jusqu'à l'ambulance, ses mains agrippant le volant comme si tout le poids de la maison reposait sur lui. Les ambulanciers levèrent Elvis sur le brancard, l'air autour de lui lourd de l'odeur de la maison, et ils partirent vers la salle d'urgence de l'hôpital Baptiste à 14h56, une distance de 7 milles de la maison. L'ambulance se déplaça rapidement, les sirènes de la ville montant et s'estompant au passage des rues familières. À 15h30, un médecin aux urgences déclara qu'Elvis était décédé. L'annonce arriva avec une indication horaire qui semblait presque mécanique. Après une évaluation approfondie, la conclusion du médecin était claire, la décision dure et définitive. La nouvelle atteindrait le monde l'heure suivante, car le monde n'avait d'autre choix que de faire face à la réalité que le roi n'était plus en vie. À 16h, le monde entendit le choc, la tragédie d'un homme devenu un symbole d'espoir et de joie. La nouvelle lue par des millions et accueillie par un souffle collectif retenu dans un silence sidéré. La tragédie qui avait commencé par une routine tranquille se termina par une perte soudaine et déchirante. Le roi, qui avait trouvé du réconfort dans l'amour qu'il donnait à sa famille et aux personnes de sa vie, était devenu un homme mortel, sujet à une mort inévitable. La journée qui avait commencé par la musique et les médicaments se termina par une réalité abrupte et crue. Le monde dut accepter que même une personne avec la célébrité et la force d'Elvis était toujours un être humain mortel, vulnérable aux mêmes forces qui affectent tout le monde. Dans les jours qui suivirent, des réflexions commencèrent à émerger. La mort d'une légende changea tout. Elle modifia la façon dont les gens pensaient au rock and roll, à la célébrité et à la profondeur des liens humains. L'héritage du roi, autrefois une icône intouchable, devint un rappel du fil fragile qui nous relie tous. Les images, nouvelles et révélatrices, montrent que même une figure aussi durable qu'Elvis n'a pas pu échapper à la mortalité. L'histoire de son dernier jour, avec ses rythmes ordinaires, sa routine médicamenteuse complexe et sa conclusion tragique, se situe désormais au cœur de son héritage durable. Au cœur de ce silence, les images se concentrent sur la salle de bain sombre et silencieuse de Graceland, un espace autrefois vibrant de musique et de lumière. La caméra se déplace lentement, capturant les carreaux usés et le faible écho de vieux vanille qui flotte encore dans l'air. Cela ressemble presque à un fantôme des lieux, un endroit qui résonnait autrefois des rires et des chansons du roi, maintenant drapé d'un silence qui rend chaque respiration lourde. La première image saisit Ginger, la gouvernante, au moment où elle découvre la scène tragique. Son visage, carte du choc et de l'incrédulité, est capturé dans un instant qui semble figer le spectateur. Elle serre un mouchoir, son souffle se coupant, ses yeux parcourant le sol dans une recherche désespérée d'un signe que le roi respire encore. La caméra reste sur elle, se concentrant sur ce subtil frémissement d'incrédulité, la façon dont ses épaules tremblent si légèrement, comme si le poids de ce qu'elle vient de voir était trop lourd à porter. L'image suivante se déplace vers le seuil de la porte, où Al Strada apparaît alors que le soleil de fin d'après-midi traverse le couloir, projetant de longues ombres sur le sol. Sa silhouette est reconnaissable entre toutes, la même qui avait veillé sur le roi pendant des années. La caméra capture sa démarche mesurée, les pas lents et déterminés, qui témoignent d'une vie empreinte de routine et de familiarité avec l'étrange et l'ordinaire à Graceland. Tandis qu'il parle, sa voix se fait entendre, calme mais urgente. Il faut appeler de l'aide. Le son de ces mots résonne dans le silence. Un rappel brutal que même une légende peut se retrouver à avoir besoin d'un coup de main. Les images continuent, montrant la main d'Al, cherchant son téléphone, la ligne bourdonnant alors qu'il compose son propre numéro.
Lisa Marie répond, et ensemble, ils orchestrent un rassemblement frénétique du personnel, les visages mêlant horreur et devoir. Ce moment, comme le montre la caméra, est figé dans le temps. Un instant qui restera à jamais gravé dans les yeux de quiconque a regardé les nouvelles et a vu les visages saisis de peur. Les ambulanciers arrivent en uniformes éclatants, contrastant avec la faible lueur de la salle de bain. Leurs visages sont stoïques, leur respiration régulière, alors qu'ils se déplacent avec une précision quasi rituelle, chaque mouvement faisant écho aux accords finaux d'une chanson qui remplissait autrefois la maison. Les images captent une pose subtile, un regard vers l'arrière de l'ambulance, un moment qui suggère quelque chose de manqué ou d'oublié. Ce bref scintillement devient un rappel obsédant de la façon dont même les professionnels qualifiés peuvent ressentir le poids de l'invisible. L'ambulance repart ensuite, ses roues crissant sur le pavé en direction de l'hôpital Baptiste. La caméra montre le brancard berçant Elvis, le poids d'un cercueil porté avec révérence. Les ambulanciers travaillent avec un rythme qui semble synchronisé avec le battement silencieux du cœur du roi. Leurs mains se meuvent avec précaution, chaque toucher un hommage silencieux à l'homme qui avait touché des millions de personnes. Dans les images, un ambulancier pose une main sur l'épaule du roi, la plaçant doucement, un geste qui témoigne d'une révérence qui dépasse le récit officiel. La caméra capture l'adoucissement des yeux de l'ambulancier, un soupçon de connexion personnelle qui suggère que derrière l'uniforme se trouvait un homme qui était devenu plus qu'un symbole. C'était un homme qui avait donné quelque chose au monde et qui n'était maintenant qu'une autre perte. Lorsque l'ambulance arrive à l'hôpital Baptiste, les images reculent pour révéler un couloir blanc stérile, un contraste saisissant avec la chaleur de la maison. L'ambulance est garée devant le panneau indiquant « Urgence ». Les ambulanciers en sortent, le brancard portant le poids du corps du roi, et un médecin entre avec un hochement de tête solennel. Un gros plan du visage du médecin est montré alors qu'il parle. Il a eu une crise cardiaque, il a glissé sur un sol mouillé. Les mots traversent les images comme un rideau final, un rappel que l'histoire du roi n'était pas enveloppée dans un grand spectacle, mais dans la vérité silencieuse et inévitable de la mortalité. Les images réveillent également une petite tache d'eau presque invisible sur le sol, un indice subtil que le sol était mouillé au moment de la chute. Elle apparaît comme une petite marque presque imperceptible, pourtant, dans le contexte de la vidéo, elle devient un symbole profond. Elle montre que même les étoiles les plus brillantes peuvent tomber, non pas d'une galaxie lointaine, mais d'une simple salle de bain privée. La caméra montre ensuite le retour à la maison, le brancard roulant sous le poids du chagrin, les ambulanciers se déplaçant avec révérence et les portes de l'ambulance se refermant sur le silence qui était autrefois la demeure d'une légende. Les images, silencieuses et profondes, racontent une histoire que les mots ne peuvent entièrement capturer. Elles donnent vie à la réalité silencieuse que, quelle que soit la brillance d'une étoile, le jour viendra où les lumières s'éteindront. Elles rappellent aux spectateurs que derrière les gros titres et les éloges se trouvait un homme qui pouvait glisser sur un sol mouillé et mourir, que l'histoire du roi ne se termine pas par des applaudissements, mais par le silence d'un enterrement dans une maison privée. Les roues de l'ambulance cessent finalement leur rythme contre le pavé alors que les ambulanciers descendent dans la rue. Leurs bottes heurtent le béton inégal, faisant écho au silence qui pèse désormais sur le perron tranquille. À l'intérieur de la maison, l'air semble plus dense, chaque souffle alourdi par la perte qui s'est installée dans chaque recoin. Une seule voix perce le silence, un homme plus âgé, le visage marqué par le chagrin, les yeux toujours fixés sur la porte fermée. Il murmure, presque inaudiblement, « Sortez ». C'est un ordre, une supplication, une dernière directive. Les membres de la famille, encore sous le choc, échangent des regards qui en disent plus que des mots. Ils bougent comme un seul homme, sortant de la maison qui fut autrefois une scène pour une légende. Le monde extérieur, avec son bruit ordinaire, semble plus fort maintenant, l'écho des applaudissements remplacé par le claquement des chaussures sur le trottoir. La famille se rassemble dans l'allée, la maison assombrie, témoin silencieux de la fin d'une ère. Le vent tourbillonne autour des fenêtres brisées, emportant le léger parfum de l'intérieur de la maison, un mélange de vieux vinyles, de bois poli et de l'écho persistant de la musique d'Elvis. Leurs pas sur le gravier semblent presque délibérés, chaque pause un moment pour absorber la gravité de l'instant.
Derrière eux, les pneus de l'ambulance sifflent alors que le véhicule s'éloigne enfin, laissant une traînée de silence qui s'étend vers le clocher de l'église. De retour à l'intérieur, la maison reste figée dans son propre deuil privé. Les murs qui vibraient autrefois aux accords d'une vie vécue sous les projecteurs absorbent maintenant le silence d'une dernière nuit. Le salon, autrefois animé par les rires et les performances, ressemble à un mausolée. La famille est assise autour du vieux canapé, les épaules tremblantes, les voix basses. La scène est presque cinématographique, l'immobilité si complète qu'elle ressemble à une pause dans une longue et sinueuse bobine de film. Le seul son est le léger ronronnement du réfrigérateur et le tic-tac d'une horloge qui n'a plus de temps à perdre. De l'autre côté du monde, les lumières de la ville scintillent contre le ciel nocturne, comme en signe de révérence. L'hôpital, le Baptiste, le même endroit où un médecin solennel avait prononcé les derniers mots d'une vie, prépare ses portes pour le prochain acte. Des infirmières en blouse blanche impeccable se déplacent dans le couloir, leurs chaussures claquant rythmiquement sur le sol poli. L'odeur d'antiseptique se mêle à la douce senteur de l'air du soir qui s'infiltre par les fenêtres légèrement entr'ouvertes. La salle d'urgence de l'hôpital, habituellement un lieu d'activité frénétique, est étrangement silencieuse après l'événement. La famille, ayant quitté la maison, est conduite vers l'ambulance. Leurs visages sont pâles, leurs yeux sont perdus. L'une d'entre elles, une jeune femme, serrant une photo encadrée de son père, tend la main aux ambulanciers. Ses doigts tremblants semblent porter le poids d'une vie entière dans ce seul geste. Les ambulanciers, habitués à traiter le corps comme un cas médical, traitent la famille comme des êtres humains dont le moment exige de la compassion. Un ambulancier pose une main sur l'épaule de la femme, offrant un réconfort silencieux qui est presque plus nécessaire que la procédure médicale. Dehors, une petite foule se rassemble. Des journalistes avec des microphones, certains avec des caméras déjà allumées. Leurs visages sont professionnels, mais les rides sur leur front sont profondes, le sérieux dans leurs yeux suggérant la gravité de l'instant. Le silence dans les rues est brisé par le murmure de questions chuchotées. L'un des reporters, sa voix à peine un souffle, demande « Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ?» L'ambulancier, sans aucune hésitation, raconte les détails, la chute, le sol mouillé, la crise cardiaque soudaine. Et l'explication que les mots du médecin avaient été un rideau final, clôturant l'histoire d'une star dont le cœur avait cédé. Le reporter hoche la tête, sa plume crissant tandis qu'il note les mots qui deviendraient plus tard un titre. À l'intérieur de la maison, le salon demeure. La famille est assise, la tête inclinée, les yeux fermés dans une prière silencieuse. L'air est épais de souvenirs, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur chagrin collectif. Les voix de la famille, bien que basses, résonnent sur les murs. Chaque mot un fil tissé dans la tapisserie de l'histoire de la maison. « C'était simple, » murmure la mère, « un sol mouillé, un être humain. » Sa voix est douce, presque une berceuse, un rappel tendre que le monde est un endroit fragile où même les plus grands êtres peuvent glisser. Le départ des ambulanciers est lent. Leurs pas résonnent sur le trottoir. L'ambulance, maintenant vide, luit faiblement dans la nuit, un petit phare de la vie qu'elle avait transporté. Les lumières du véhicule vacillent comme une étoile mourante. Les ambulanciers, les visages marqués par le poids de la journée, se dirigent vers l'hôpital. Le dernier moment, le dernier souffle des ambulanciers dans la maison est capturé par la caméra. Il enregistre une scène qui deviendra bientôt l'histoire, un moment où la vulnérabilité de l'humanité est mise à nu. À l'hôpital, le médecin, le même homme qui avait parlé d'une crise cardiaque, se tient devant un rideau qui encadre la porte d'urgence de l'hôpital. Il lève la tête, regardant la rue. Ses yeux balaient l'horizon, captant la lueur des phares de l'ambulance. Il se tourne vers ses collègues et leurs visages se rencontrent dans une compréhension partagée de l'histoire qui s'est déroulée. La salle d'urgence de l'hôpital, avec ses lumières vives et ses machines bourdonnantes, devient un décor pour la continuation de la vie. Les dernières scènes, tournées à l'intérieur de la maison, révèlent un silence calme, presque cérémoniel. Une seule bougie vacille dans l'obscurité, sa flamme dansante avec les ombres d'une maison devenue un mausolée pour une légende. La famille, maintenant réunie, échange un dernier regard. Ils s'avancent dans la nuit,
laissant derrière eux le lieu qui avait autrefois résonné de musique, et ils sortent, portant le poids d'une histoire qui demeurera dans le cœur de tous ceux qui se souviennent de l'homme appelé le roi. Alors que la caméra recule, la maison se dresse seule dans la nuit silencieuse. Les lumières de l'ambulance s'estompent au loin. Un silence s'installe dans la rue, un rideau final. Le souvenir de la nuit, du sol mouillé et de la crise cardiaque soudaine demeure, un rappel que les plus grands artistes sont aussi mortels. L'histoire, désormais capturée dans ces images, continue de résonner comme un témoignage du fil fragile de la vie qui nous lie tous. Alors que la caméra recule, la maison se dresse seule dans la nuit silencieuse. Les lumières de l'ambulance s'estompent au loin. Un silence s'installe dans la rue, un rideau final. Le souvenir de la nuit, du sol mouillé et de la crise cardiaque soudaine demeure, un rappel que les plus grands artistes sont aussi mortels. L'histoire, désormais capturée dans ces images, continue de résonner comme un témoignage du fil fragile de la vie qui nous lie tous.